Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 12 du Saglac Podcast. Mon nom est Matt Lévesque, je suis l'animateur de ce beau projet de balado-là. Cette semaine, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jean-Marc Roy. Qui est Jean-Marc Roy? Vous allez le découvrir pendant cet épisode-là. C'est un cinéaste, un réalisateur que j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de l'année 2022 alors qu'il venait tourner une capsule pour la Fabrique culturelle, puis ça parlait de mes trucs à moi. Fait qu'il est venu tourner des extraits de show, il est venu me filmer dans mon quotidien. Jean-Marc était accompagné de Sylvie, sa caméraman. Ils font un team incroyable. Jean-Marc a été très généreux durant l'entretien. On a parlé beaucoup de cinéma. On a parlé beaucoup de son parcours. Jean-Marc n'est pas originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il est là depuis 24 ans, je pense. Fait que c'est un Saguenayen d'adoption. Et on a parlé beaucoup aussi de son rapport très proche justement de sa complicité avec le réalisateur André Forcier. On a jasé de cinéma, on a dit de la marde. Écoute, c'est l'épisode le plus long à date du Saglac Podcast. On a fait 1h05 et il a fallu que je coupe ça parce qu'on avait encore bien des choses à se dire et ce sera que partie remise. Je vous rappelle que si vous voulez venir me voir en spectacle, vous pouvez consulter mon site internet, mattlevesque.lol. Je me promène un peu partout avec mon show grunge. Je vais aller dans le coin de Saint-Eustache, dans le coin de Montréal, Québec, la Côte-Nord, Donnacona. Je me promène un petit peu partout. On est en écriture présentement, moi et Simon Trottier, pour la 4e création du Théâtre du Bien-Beau. Si vous êtes de passage du côté du Lac-Saint-Jean cet été, venez nous voir. Et sur ce, je me tais, puis je vous souhaite un excellent podcast. Ciao, bye! T'aimes-tu ça, patte croisée? J'adore ça. T'as pas reconnu la voix au début du 1, 2, 3, scrap? J'ai pas porté attention. T'as fait une capsule sur... C'est Nicolas Baudouin. Ah, Bobo. Ouais, on est allé dans son studio pour on a enregistré ce petit jingle-là pour le podcast. Dans le Dolbeau. Dans le Dolbeau, ouais, exactement. Ta place préférée. Ouais, j'haïs pas ça, Dolbeau. Non, je sais. Tu connais ton Lac-Saint-Jean quand même pas pire, là? Ben oui, pour un importé, ouais. Tu me disais, comment ça, un importé? Moi, ça va faire 24 ans que je suis au Saguenay. OK, ouais, c'est ça. Parce que là, j'ai élargi le concept. Pour vrai, là, au début, je disais aux gens, je vais rencontrer des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on va jaser de leur parcours. Mets-toi un petit peu. Un peu plus de même. Parce que t'es beau en tabarnache. Ouais. Okay, ouais. Mais non, puis à un moment donné, quand j'ai rencontré Vlad, j'ai dit, hey, fuck off, je veux t'avoir au podcast. Fait que je prends des Saguenay-Lac-Saint-Jean d'adoption. Fait que, on peut dire que c'est ça. Après 24 ans, je pense que. Je sais pas, hein? T'as quel âge? Je vais avoir 44. OK, parfait. Tu viens de où? Moi, je suis né à Greenfield Park, au célèbre hôpital Charlemagne, mais j'ai grandi à Brossard, en fait. OK. Brossard, il faut se rappeler que dans ce temps-là... Est-ce que ça fait pas toi, ça, Brossard, hein? Non, mais il n'y avait pas le 10-30, c'était des champs de patates. OK. Brossard, il y avait 26 000 habitants quand je suis parti de là. OK. Fait que, c'est une plaine de patates, c'est juste... C'était des secteurs, parce qu'à Brossard, ceux qui ne sont pas familiers avec Brossard, les quartiers, c'est par les noms de lettres. Les A, les B. OK, ah ouais, OK. Comme ça, si quelqu'un te dit dans quelle rue qu'il reste, tu peux déjà sur une map savoir comment t'orienter, pré-GPS. Il y a juste Brossard qui font ça au Québec, d'avoir des quartiers par... Je ne mettrais pas ma main dans le feu, là, mais il y en a peut-être d'autres, là, mais c'est une spécificité très... Non, parce que la dernière fois qu'on s'était vu, toi, tu venais passer du temps pour filmer des trucs pour la Fabrique culturelle. Oui. Puis tu avais dit que tu avais comme ta map du Lac-Saint-Jean, puis là, tu étais comme là, j'ai pas été à... là, il m'en reste... c'est quoi qui te reste, là? Il me reste... Saint-Augustin? Non, je suis allé. Je suis allé cet été. Cet été. Il me reste... c'est con, il me reste Saint-Edwidge. OK. C'est Saint-Edwidge. Pourtant, juste le nom, moi, je pensais que tu allais aller là-bas direct. Puis il m'en manque un autre. Dans quel coin?
C'était-tu Saint-Og? On dit Saint-Og? Ouais. Saint-Augustin? Parce que Sainte-Élisabeth-de-Proux, je l'ai faite quand T'es venu filmer. ouais, quand je suis allé te filmer. On a fait. Fait que je pense qu'il me reste. Faudrait que je refasse ma map, là, mais je pense qu'il me reste juste Saint-Edwidge. Puis Ouais, ce qui est pire, c'est que c'est pas bien loin de la route. Là. C'est pas un gros détour, là. T'sais. Saint-Edwidge, non. Tu passes par Robertval, puis tu vires ou le bar de danseuse, puis tu t'en vas. Je note la référence. Il y a un gars qui m'a dit l'autre fois, il dit, t'es venu faire un show dans mon village. Je fais comme, OK. Il dit, Saint-Edwidge. Il y a un festival de chasse et pêche là-bas. Puis je suis allé faire un show là-bas. Puis il dit, je voulais aller te voir, mais t'es en prison. OK. Bon, ben Chris, hein? Ils ont fait une. Bon sur public. Teams? Ils l'ont-tu mis sur Teams? Non, quelque chose? Mais non, mais tu sais. Pour la gang à Donnacona. Hey, la gang, on s'en calisse de ça. Ah, OK. Fait que let's go, on part. Fait que tu dis que t'as 44 ans, t'es né à Brossard. Qu'est-ce qui se passe dans ta jeunesse? C'est quoi qui arrive, mettons, secondaire, tout ça? Commences à avoir des passions pour... parce que là, aujourd'hui, on va te présenter Jean-Marc Roy. Roy, le c'est... On peut-tu démystifier ça de là ou... Oh, ben, il n'y a pas tant de raisons, en fait. Tout le monde le dit. Fait qu'à un moment donné, quand tu es tanné de reprendre le monde, tu l'inclus. OK. Puis, ben, aussi plus jeune, au primaire, secondaire, j'arborais fièrement les gros favoris. J'avais jamais de barbe, mais j'avais des gros favoris. J'aime ça. Fait qu'on m'appelait Elvis un peu aussi. Fait que, ça vient-tu de là? Ben, un amène l'autre, peut-être. Là, mais c'est pas ton autre nom de famille qui commence par E? Non. OK. Fait que, c'est le débat de l'œuf ou la poule. Là, OK. Ouais. Je pensais que c'était un petit trip RBO un peu. Là. Ils ont tous eu l'abréviation. Ouais. OK. Fait que Jean-Marc Roy, pour présenter aux auditeurs du Saglac Podcast, t'es réalisateur, tu travailles en cinéma. T'es de commerce très, très, très agréable. Moi, tu m'as envoyé un message une journée que j'étais comme... ça allait pas bien, puis là, ça s'est mis à mieux aller cette journée-là, puis ça a donné que tu m'as envoyé un message, puis tu as dit « Hey, Fabrique culturelle, on peut élargir un peu les disciplines, fait que j'aimerais ça filmer tes trucs, puis tu as vraiment fait une belle capsule. Ben, merci. J'ai vraiment lu ben des bons commentaires par rapport à ce que tu avais filmé sur moi. C'est à cause du tennis. Ouais, sûrement. Ouais, peut-être pas, là, je pense pas. Ton robot. Je pense que c'est le robot qui a sauvé le show. L'as-tu encore, ton robot? Je l'ai, mais il y a un de mes amis qui m'a donné genre 400$, puis ils disent on se le partage. Je te donne 400$, puis c'est à nos deux. C'est bon. Ouais. Fait que. L'avez-vous baptisé quelque chose? Non, non. J'ai Yachev, je pense. Mais non, effectivement, tu fais vraiment des Christy de belles capsules, puis autant que c'était le fun, qu'il y avait du déconnage, qu'il y avait une sorte d'intimité, puis on est allé chercher quelque chose de vraiment très beau. Fait que tu travailles bien. C'est le fun. Ben, c'est gentil de l'entendre. Oui. Mais là, t'es à Brossard. C'est quoi qui se passe dans ton secondaire? Y a-tu la fibre artistique, arrive-tu dans cette période-là? Quand même. Mais en fait, tu sais, c'est ça, au primaire. Après ça, quand j'étais allé au secondaire, j'étais allé au privé, qui était à peu près à 40 minutes de route de chez nous. Fait que tous mes amis du primaire, ben, ils n'ont pas suivi. Fait que là, j'ai refait un nouveau cercle d'amis. Ouais. Mais tu sais, il faut savoir que j'ai grandi moi, je suis enfant unique, puis j'ai grandi dans une famille avec... pas beaucoup d'oncles et tantes et tout ça, tu sais. Puis mes parents... solitaire, un petit gars solitaire dans ta tête. Quand même. Puis mon père, très, très tôt, dans les années 80, s'est mis à faire de la vidéo, un peu là, des mariages, vidéos corporatives, des affaires. Fait qu'on a toujours eu de l'équipement à la maison. Fait que souvent, des projets d'école, au lieu de faire un oral, je faisais un petit film où on se filmait. Là, mon père m'aidait au montage. On parle de une partie. Là, la grosse caméra avec la cassette sur le côté. Oui, les grosses... c'est pesant, là. Oui, les grosses super VHS dans le temps. Là, puis ça pesait 45 livres, le Kodak. Là, on faisait dans ma pièce de théâtre cet été, je rentrais avec une sorte de grosse caméra, la TV communautaire avec ça, puis j'étais comme, tu sais, à la fin de la scène, l'épaule. Ouais. OK, fait que toi, tu te filmais avec ça? Ben oui, ça a commencé de même. Faisait on transposait les oraux, tu sais, des projets scolaires. Puis à un moment donné, avec les amis, c'est-tu genre, on se fait un petit film innocent, des sketchs? Pas en tout, parce qu'à la fin du secondaire, moi, j'avais un but dans la vie, je voulais être animateur radio. OK.
Fait que, après le secondaire, je suis rentré au conservatoire en sciences de la parole, puis j'avais des cours de diction, Mais parce que de nos jours, les gens qu'on voit à la radio, c'est ATM ou non, c'est des humoristes. Ouais, il y a ça. Oui, il y a ça. Mais c'est soit ça ou c'est genre des gens qui ont fait des écoles privées, là, le CRTQ ou des enfants de même, non? Ben, moi, c'est ça. Moi, j'étais allé dans... C'était semi-privé, en fait. Puis c'est ça. Donc, on avait autant des cours de diction, de l'histoire des médias, des ci, des ça. Puis... à Montréal, ça? Ouais. Puis, à un moment donné, de fil en aiguille, je me suis un peu fait sacrer dehors de l'école. Pourquoi? Non. Le style-là, check, là. Hein, c'est pas sérieux, cette style d'affaire-là. Là. Ah ouais. En fait, c'est surtout, je te dirais, je veux pas employer le terme quiproquo, mais il y a eu... un quiproquo. Il y a eu des choses qui ont été mal interprétées, puis ça a fait que ça a eu un impact sur certaines notes dans des cours. Normalement, tu ne devrais pas nécessairement être jugé dans ces cours-là, mais il faut donner des notes. Et c'était plus simple que je quitte. Disons ça comme ça. Et puis... C'est la réponse la plus évasive du Saglac Podcast à date. Gars, au moins, j'aurais ça. J'ai pas voulu employer le terme quiproquo. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Mais il y a un pétard à neige d'une classe, là, puis il y a eu quelque chose de... Mais ouais, c'est ça. Puis après ça... C'était plus au niveau de... C'était au niveau des relations interhumaines, autant avec le personnel enseignant avec tes collègues. Qu'une personne en particulier. OK, c'est bon. On arrête ça. Voilà. Bon. Et puis, donc, après ça, je me suis retrouvé à... qu'est-ce que je fais de ma vie? Ouais. Comme tu dois te poser régulièrement. Oui. Comme question. J'aime ça. T'es le premier baveux aussi au Saglac Podcast. Si c'est ça, être baveux. Non, mais tu vas être le premier de bien des affaires, j'ai l'impression. OK, mais t'as quel âge à cette époque-là? Là? À cette époque-là, je sais pas, j'ai 18 ans à peu près. Là, autour de 18 ans. Tu as étudié longtemps, sciences de la parole? Un an, OK. Ouais, c'est ça. OK. Puis là, après ça, je me suis dit, je sais pas trop ce que je veux faire. Fait que je me suis inscrit dans un cégep avec juste me dire, je vais faire mes cours de base. Finalement, ça s'est pas mal résumé à j'ai joué à Dame de pique puis au crib dans les halls d'entrée. mais là-dedans... L'intégration du cégep, ouais. Toujours à Montréal? Oui, à Montréal, mais là, j'étais rendu dans l'ouest dans l'ouest de l'île. Puis j'ai pris un cours optionnel en cinéma. Puis là, un moment donné, j'ai fait why not? Là, je pense que je suis capable de raconter une histoire, puis c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Puis dans mon parcours est arrivé, j'ai vu un film qui s'appelle Une histoire inventée d'André Forcier. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai allumé qu'on pouvait faire du cinéma autrement. Puis c'est vraiment ça qui m'a vraiment comme dit, OK, là, prochaine session, là, je m'inscris vraiment au cégep en cinéma. C'est sur ma liste de... Ouais. Je suis vraiment en train de passer à gratte sur le répertoire éléphant, parce qu'ils sont pas chers, puis il y en a beaucoup gratuits sur Internet. D'ailleurs, Marc-André en a eu beaucoup de remasterisés là, au cours des dernières années. Ouais. Là. Fait que ça, c'est... Oui, je te conseille fortement. Moi, je bon départ, parce que... Avec qui, Histoire inventée? Parce que là, il faut que j'écoute Contest de Baron Rouge, il faut que j'écoute... ça dépend dans quel sens tu veux le faire. Parce que l'histoire inventée, c'est 1990. Là, fait que on est un peu dans le deuxième chapitre un peu là, de la carrière de Forcier, là, au niveau de son imaginaire, son univers. Avant le vent du Wyoming. C'est le film qui vient avant le vent. OK. Effectivement. C'est qui joue dedans? Entre autres, t'as Jean Lapointe, t'as une jeune... T'as Marc Messier, t'as une jeune, Charlotte... Oui, Charlotte Laurier. C'est beau, j'ai vu la bande-annonce, il pas long, puis j'étais comme, c'est tout ça, mais parce que il est quand même très catégorique sur, mettons, ses choix. On dirait que... c'est une troupe, en fait. Oui, c'est ça revient souvent. Puis si jamais tu veux plus découvrir le travail de Forcier, il y a un super documentaire qui a été fait en 2018 qui s'appelle « Des histoires inventées ».
puis je me demande c'est qui a fait ça. C'est sûrement un gars qui a des problèmes d'opposition qui s'est fait crisser dehors d'un cours. Mais oui, non, c'est ça. T'sais, c'est sûr que mon jupon, comme je disais tantôt, dépasse un peu pour Forcier parce qu'il est la raison pourquoi je fais des vues dans la vie. Ouais, puis mais mon premier long métrage, ben, c'est un film sur et avec lui. Encore une fois, j'ai essayé de faire du cinéma autrement. Donc, c'est un documentaire qui mêle la fiction, qui en fait, c'est comme si les personnages de chacun de ces films revenaient le hanter, comme un Scrooge un peu, grosso modo. Donc, j'ai les comédiens d'époque, mais avec leur look qu'il y avait en 2018, qui viennent un peu revisiter Forcier. Puis, on peut l'écouter. Tu vas me l'envoyer, puis je vais pouvoir me oui, aux dernières nouvelles, il était encore sur Tout TV. Donc, il faut voir s'il est encore là. Sinon, il est disponible en ligne sur plusieurs plateformes. Clairement, le seul qui faisait du cinéma, je ne sais pas comment appeler ça, mais il y a un côté fantastique, un côté poétique pas mal aussi. Oui. Le personnage, des fois, tu te fais ça se peut pas. Puis c'est ça, il faut que tu l'acceptes. Oui, exactement. Tu te fais dire, hey, tel personnage, il fait ça dans la vie. Bon, ben, OK, il faut que tu t'embarques ou t'embarques pas. Rendu là. Récemment, je suis tombé sur. J'ai écouté Dans le ventre du dragon. Mm-hmm. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. C'est pas lui, là, c'est Yves Simoneau. C'est Simoneau, mais ça a un côté très. Oui. Tabarnak, le côté fucked up au de science-fiction, mais le côté humour. Pierre Curzi me faisait pleurer de rire. Je braillais de rire. J'étais, Chris, ça n'a pas de sens, les dialogues de ce film-là. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. Hein. Je trouvais que. Je me demandais, j'ai Chris, le cinéma était pas mal plus audacieux dans le temps qu'aujourd'hui. On dirait, dans les scénarios, c'est flyé. Oui, il y avait des trucs très particulier, disons, puis où on se permettait des fois des répliques peut-être plus qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos qu'il y a moins de gens qui repassent sur le scénario pour valider tout ça? Il y a sûrement un peu de ça. Il y en a qui vont crier « On n'a plus le droit de rien dire » en faisant des recherches sur la sœur de la comédienne qu'on a nommée tantôt. Ouais. Mais... Chris, ça a été long, hein? Non, pas tant un petit délai. Ouais, non. Il y a un délai. Il y a un délai. Fait que, c'est ça. Fait que j'ai vu ce film-là. Je me suis. Tu vois, je ramène. Hein? Je ramène ça dans la trappe. Non, t'es professionnel. J'aime ça. J'aime ça. Fait que j'ai vu ce film-là, puis là, ça m'a donné le goût de voir d'autres de ses films, de m'inscrire. Puis. T'as-tu checké la filmographie au complet d'André Forcier? À plusieurs reprises. C'est quoi, j'ai checké récemment, 1974, Bar Salon. Oui, Bar Salon. Il a fait aussi un moyen métrage qui est, tant qu'à moi, un chef-d'œuvre, là, mais qui suis-je pour classer ça de chef-d'œuvre? Mais Marc-André le sait, fait que j'ai dit souvent. Une des premières fois que je l'ai rencontré, j'arrêtais plus d'y lancer des répliques et puis il me trouvait... Lourd? Non, il disait, Chris, c'est bien écrit, ça. J'écrivais donc bien dans le temps. Fait que c'est une commande qu'il a faite pour... une commande, en tout cas, un projet de l'ONF qu'il a fait qui s'appelle Nightcap. Okay. En fait, qui est disponible sur le site de l'ONF. C'est incroyable. Okay. C'est 35 minutes. Là. Je dis, il y a du contenu là-dedans. Puis tu veux du décalage de personnages qui ne savent pas jouer, mais qu'on assume. Là, ça marche au bout. Là. C'est beau, je note ça. Ça commence avec un gars qui meurt avec une dinde congelée dans les mains. Là, fait que, je suis là. Je pense que tu es là. Puis tu sais, dans une histoire inventée aussi, il y a une réplique pour moi qui est magnifique. Là. C'est juste un plan où tu découvres une chambre d'hôtel un peu miteuse, puis c'est Marc Messier, puis Jean Lapointe, puis il y en a un qui est assis sur le bord du lit, puis l'autre est comme un peu de dos, tu sais pas trop ce qu'il fait, puis il fait juste dire « Pas de gêne, fais comme chez vous, pisse dans le lavabo ». Fait que déjà, ça met le ton. Ouais, j'adore ça. Il y a un côté qu'on ne retrouverait pas dans le cinéma quand tu écoutes du Forcier, puis récemment... Je pense que je t'avais envoyé un message, justement. Je zappais à la TV, puis j'étais tombé sur Coteau Rouge. Puis c'est pas Gaston Lepage qui tête un sein à un moment donné? Oui. C'est ça, oui. Fait Gaston Lepage qui tête un sein, une dinde congelée. Mais tu sais, c'est ça. On parle de troupe, puis tout ça, tu sais. Puis, veux pas, moi, quand j'ai fait mon film, j'ai pas eu le choix d'amener cette troupe-là parce que c'est ce qui représente le travail de Marc-André. Puis, après ça... je travaille avec lui, on a une relation de travail, mais surtout amicale depuis 2006, à peu près 2005-2006. Et puis,
là, on vient d'approuver une copie 0 en décembre d'un film qu'on a fait ensemble, qu'on a réalisé ensemble. T'sais. Donc, fait que ça a commencé par j'aime son travail, il y a la raison pourquoi je fais ça. Je fais un film sur lui, puis là, on en a fait un ensemble. T'sais. OK. Fait que c'est sûr que ça a une partie importante pour moi là, dans mon travail. Ben oui, c'est sûr que oui. Tout l'impact de. Mais de Marc-André. c'est quoi qui t'a apporté jusqu'à lui? Je veux dire, mettons, tu t'aimais son cinéma, mais à un moment donné, c'est juste le réalisateur en herbe qui capote dessus puis que tu le rencontres ou. Ben, en fait, on a eu un premier coït interrompu, je dirais, dans le début des années 2000, quand je suis rentré en cinéma à UNSIC. À un moment donné, j'ai décidé de faire un travail sur lui. Fait que, un genre de. Comment ça s'appelait? C'était l'hyper-réalisme à l'écran. Là. Donc, c'était vraiment de faire un parallèle entre les œuvres plus picturales de l'hyper-réalisme et de voir comment on peut traiter des traits de personnages ou de caractères avec de l'hyper-réalisme, de condenser des référents qu'on a de plein de personnes dans notre entourage, mais comment on peut ramener ça, amalgamer ça en un seul personnage. Bref, mais c'est un travail de cégep. Là, je ne publierais pas ça aujourd'hui, là, mais c'est quand même... puis je devais le rencontrer, puis là, j'avais la chienne dans ce temps-là de le rencontrer. J'étais comme... Puis on s'était donné rendez-vous, puis finalement, ça a jamais... Le timing n'a pas fonctionné. Fait que c'est resté sur la glace. Puis à un moment donné... 5 ans plus tard, à peu près, je le revois dans une lecture de scénario, puis ici d'ailleurs, qui était organisée par Regard dans le temps des activités du marché. Puis à la pause, je vais le voir, puis je dis hey, le système de distribution, c'est de la merde au Québec. Moi, je veux voir Acapulco Gold, comment que je fais. Fait que là, il m'a dit, on se connaît-tu? J'ai dit, pas vraiment. Là. Acapulco Gold, c'est... C'est un film qui a fait début des années 2000 puis qui a eu une injonction dessus après la deuxième diffusion par Presley Inc. Le film n'a pas été plus... Le film a été présenté 2 fois dans le cadre de festival, puis a été après ça, injonction, n'a pas le droit de le sortir. Mais lui, quand même, mec, il dit on se connaît-tu? Il a vu, il a fait Chris, c'est un fan, ça, là. Il est au courant de ça, là. Oui, entre autres, puis sa réponse a été, tu viens à la maison, puis on l'écoute ensemble. Oh! Et depuis ce temps-là, fait que t'es allé à la maison, puis tu l'écoutais avec? Ouais. Puis on a bâti notre relation à partir de ce moment-là. Et après ça, il m'a invité à collaborer à certains scénarios de films qu'il a fait depuis. Donc, Coteau Rouge, j'en parlais tantôt, j'ai vu ton nom au générique. C'est ça. Okay. Donc, de collaborer un peu, puis de fil en aiguille, on a toujours gardé cette relation-là qu'on s'appelle régulièrement. J'y ai parlé hier, là, d'ailleurs. Là, donc, il est dans les Everglades, entre 2 bayous. Il m'a appelé pour me dire qu'il faisait beau là-bas. Fait que, on a cette relation-là. Oui, là, il est en écriture pour un nouveau projet. Ouais. OK. Parce que le dernier qui vient de sortir... à Babouiné. Je n'ai pas encore écouté. J'ai hâte de l'écouter. Là. C'est disponible sur toutes les plateformes. Oui, c'est sûr. J'ai une grosse liste. Là. Éléphant, j'ai du rattrapage à faire. Là, je suis dans l'eau chaude, l'eau frette. Là, fait qu'il faut que... c'est pas piquer des verres, ça. Non. À date, j'aime bien ça. J'ai rien qu'écouté une coupe de scène l'autre fois. J'ai fait OK, je vais y revenir. Mais non, j'adore ça. J'adore ça. Il y a des mots qu'on pourrait plus dire aujourd'hui dans le scénario. Là. En tout cas, ça serait dur à faire passer. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Là. C'est l'épisode des premières fois, mais on dirait qu'on s'est laissé emporter par le cinéma de Forcier et tout ça. Mais je veux qu'on revienne dans le temps. Souvent, j'ai fait comme de manière chronologique. Fait que là, quand tu parles que là... Là, j'étais allé à UNSIC. J'étais rendu à UNSIC en cinéma. Là. Exactement. OK. Fait que là... je fais... C'est un cours au cégep, là. Oui, c'est un deck, pardon, en cinéma. Cinéma, art et lettres, cinéma. Oui, mais à cette époque-là, en UNSIC, il y avait vraiment comme un pavillon qui était un peu détaché. Tu étais vraiment en gang. Tu avais vraiment un esprit de gang, les gens qui sont en cinéma. Oui, tu vas faire tes cours plus généraux avec la plèbe, là, avec les autres, là, à la cafétéria, puis tout ça. Mais fondamentalement, tous les cours du département se donnaient au même endroit. Okay. Puis il y avait des bonnes relations avec les profs qui nous conseillaient des films. On avait vraiment un esprit... je sais pas, un esprit de cohorte, là, c'est le seul mot qui me vient en tête, là, mais un esprit d'équipe, de gang. Oui, cohorte, c'est serré un peu, puis...
Fait que... T'as-tu encore, mettons, des gens que tu parles aujourd'hui dans cette gang-là ou ça a été... Quelques-uns, parce que, tu sais, je veux dire, ça reste quand même un cours préuniversitaire. Fait que, tu sais, on n'est pas tant que ça à avoir vraiment continué dans le domaine. Mais quand même, que tu as gardé des liens, ça veut dire que c'est ça. On a gardé quelques liens. J'ai fait ce cours-là, vois-tu, puis je parle plus ben. Non, mais on se parlerait, mais c'est juste que, tu sais, les réseaux sociaux, je pense que j'ai perdu ma page à un moment donné. Il a fallu que je reprenne. Puis, vois-tu, je vois des gens que moi, j'ai fait aussi ça, hors et lettres, à Sainte-Foy, la première cohorte en cinéma, j'étais là-dedans. Puis, je vois des gens à TV, c'était en site. Quand je vois des gens qui sont devenus acteurs. Là, fait que, Fait que tu as fait ce cours-là. J'ai fait ce cours-là, puis après ça, est arrivé... C'était-tu clair dans ta tête, premier cours de... Tu fais, Chris, moi, j'aime ça avoir une caméra dans les mains, je veux faire ça de ma vie. Avoir la caméra dans les mains, c'est venu un peu sur le tas, parce que, tu sais, c'était vraiment plus de raconter des histoires puis essayer de trouver comment on peut faire ce qui n'a pas été fait. Hey, là, c'est très gros ce que je dis. Là. Ah non, mais c'est correct. Tout a été fait. Je vais citer Dan Mongrain cette semaine qui me disait qu'il lui citait quelqu'un d'autre, mais je veux dire, on fait toute la même affaire avec 12 notes. Dans le fond, il y a juste 12 notes, fait qu'on fait la musique qu'on peut, qu'on veut. Je veux dire, à un moment donné, les histoires ont toutes été racontées, mais je me souviens plus qui disait ça, mais les histoires ont toutes déjà été racontées, mais n'ont pas toutes été racontées par toi. Ouais. C'est vrai, tu peux y penser. Ouais, du côté personnel. Ouais. Ben là, Chris, là, pas un délai tant que ça non plus. C'est comme un humoriste qui part et dit hey, tu sais, les gars et les filles, on n'est pas pareils. Tu fais comme, hey, Chris, ça va être lourd, ce numéro-là. Puis s'il arrive avec un angle vraiment intéressant, tu fais comme, OK, tu sais. Ma blonde est tellement. Oui, exactement. Ouais, mais c'est de trouver ton angle puis de la manière de raconter ton histoire. Mais tu sais, mettons, au moment que tu étais au cinéma en cours. Tu étais au cégep de Huntsic. Est-ce que t'es-tu comme... Moi, je tripe vraiment plus sur le côté réalisation, côté scénarisation. Parce que moi, j'ai touché les deux, puis moi, j'ai vraiment plus trippé à m'asseoir et écrire un scénario. Moi, je pense que c'était vraiment plus le côté... tout ce qui était hands-on, tout ce qui était production, plus que l'analyse, la critique, le ci, le ça. Parce que c'était un peu les deux axes au niveau des cours aussi. Là, soit qu'on était dans la critique, dans l'analyse, ou on était vraiment dans la production. Puis ça, à l'intérieur de la production, là, oui, tu as écrire les histoires, mais tu as aussi le montage. Moi, Dès le départ, je tripais beaucoup sur le montage parce que c'est une forme d'écriture aussi. Donc, tu réécris tout. Tu peux tout réécrire. Je me faisais pas assez confiance. Moi, dans mon premier film, c'est pas moi qui l'ai monté. C'est un de mes amis. J'ai dit, je l'assistais, mais je me faisais pas assez confiance. Puis, j'avoue que c'est une partie qui est le fun parce que quand je fais des sketchs à cette heure, j'ai du fun à faire ça. Mais Mais tu sais, c'est ça. Comme du monde qui sont pas bons dans l'écriture de scénario, ils font quand même, man, je te le confie. Souvent des travaux d'équipe, nous, c'était ça. Là, fait que... oui, ou des gens qui sont moins forts en dialogue, qui mettent juste un peu comme, hey, gars, je veux que ça dise un peu ça, puis on travaillera ça avec les comédiens pour que ça ait de l'air naturel dans leur bouche. C'est une autre manière aussi de procéder. De toute façon, faire un film, c'est prendre des millions de décisions, puis tu prends pas toujours les bonnes, mais il faut que tu apprennes. Puis il faut que tu apprennes au moment où tu es rendu. Fait que rendu là, c'est comme un livre dont vous êtes le héros. Il faut qu'après ça, il faut que ça suive. Là, Ça te stresse-tu ça? Des fois, je pense à ça en tant que réalisateur de film. Christy, qu'il y a du monde qui travaille pour toi en ce moment. Là. Oui, puis souvent, souvent, tout le temps, tu es la personne la moins expérimentée sur un plateau. Ouais. Je veux dire, quand tu es un réal, je veux dire, si tu as la chance de faire un plateau aux 3, 4, 5 ans, je parle d'un vrai plateau, là, je parle pas de... On tourne à 3-4 personnes en équipe réduite, un corpo ou une pub. Là. Ça, je parle, mettons qu'on parle vraiment d'un film, qui soit fiction ou documentaire ou peu importe, mais... Quand tu te retrouves sur le plateau, la personne qui a souvent le moins d'expérience, ça va être le réalisateur. Ça n'a pas de bon sens. En fait, le moins d'expérience, le moins de temps de plateau. Je veux dire, ton machino ou ton électro qui sont là, eux, c'est leur job. Ils font ça 200 jours par année, 250 jours par année, à être sur des plateaux. Fait que c'est sûr que c'est intimidant puis c'est stressant, veux pas, parce que là... Puis moi, je suis quelqu'un qui aime toujours, pas valider nécessairement, mais avoir l'accord des gens. Oui, d'en discuter, d'échanger sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis comment on devrait le faire, puis c'est quoi la meilleure manière de le faire. T'es un leader, t'es pas... Tu sais, mettons, je veux dire... Non, mais la première fois qu'on me dit ça, Matt. Non, mais je veux dire, c'est la différence entre un boss et un leader. Tu sais, le boss, il fait comme ça va marcher à ma manière, tout ça. Le leader, écoute, mais moi, je pense que c'est un gros travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, parce que, je veux dire...
si tu as quelqu'un qui ne travaille pas dans le même sens que toi, ben. Mais tu sais, la première fois que tu t'es ramassé sur un plateau, que tu fais Chris, j'ai un assistant réalisateur, j'ai une personne au costume. Ah, c'est intimidant. J'ai quelqu'un. Ouais, Chris. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, quand tu arrives sur un plateau, tu sais, parce que. Tu sais, au Québec, tu sais, les courts-métrages, bon, soit que tu fais un court-métrage indépendant avec des chums, une caméra, puis c'est ça, ou si tu es vraiment dans le côté financier de la chose, ben tu vas avoir un plateau qui va ressembler à un plateau de long-métrage ou de série télé. Au niveau de l'échelle, ben, quelques détails près, mais tu sais, si on veut, mettons, vulgariser la chose, là, ce qui va se ressembler à... C'est juste que tu as moins de jours que sur un long-métrage ou sur une série, mais fondamentalement, c'est la même hiérarchie ou le même arbre, tu sais, de gens. Fait que c'est sûr que tu arrives puis tu es comme... Moi, je suis habitué de tirer le fil puis de tasser la lumière, mais non, c'est pas ma job. C'est la job puis là, il y a un temps d'adaptation les premières fois aussi. Puis même à chaque fois... Parce que entre chaque fois que je me retrouve sur un vrai plateau, là, je mets des guillemets, là, mais sur un vrai plateau, ben, entre-temps, je fais d'autres projets, que ce soit justement avec Sylvie pour Télé-Québec ou que ce soit avec mon collègue et ami Philippe David pour la boîte de pick-up. Ben, je veux dire, c'est des projets qu'on fait à beaucoup plus petite échelle, qu'on est souvent 2, peut-être 3 si on est chanceux dans l'équipe, puis on livre à partir de ça. Fait qu'à chaque fois qu'on revient... Fait que tu es tombé d'une équipe de 3 à une équipe de 25. De 25, tu fais comme moi. Ben, tu as des réflexes qui vont revenir, mais tu sais, Ben, c'est comme le basic, ça se perd pas. Ouais. Mais c'est ça. Okay. Après Hunsick, c'est quoi qui arrive? Tu t'en vas à l'université, tu t'en vas Concordia. Je m'en viens au Saguenay. OK, il n'y a pas eu de... Ben, t'as-tu fait genre l'université ici ou... Oui. Mais t'es un gars qui a appris sur le tas plus que... Ben, moi, je suis quelqu'un qui a eu la chance de pouvoir avoir de l'équipement à moi très, très tôt dans mon parcours. À cause de ton père? Non, parce que j'ai eu soit que j'économisais, soit que j'ai eu une bourse d'écriture, puis que finalement, j'avais pas besoin de tant de cet argent-là pour manger, donc je mettais ça à côté. Ou, j'ai réussi à m'acheter de l'équipement relativement tôt et d'être capable d'être un one-man band ou un two-man band, puis de partir, de faire des films. Il y avait une initiative à l'époque, début des années 2000, qu'on a parti ici, qui s'appelait Trois-Règles, qu'on a parti ça au Saguenay. Ben, c'était justement pour donner l'occasion de se péter la gueule puis d'essayer des affaires. Fait que, tu sais, veux pas, moi j'avais mon équipement. Fait que t'es fondateur des Trois-Règles. Je fais partie des fondateurs, oui. Mais ça a-tu été exporté un peu partout? Non, c'était pas vraiment une volonté, parce que je pense qu'il y a des initiatives similaires, un peu que ce soit Kino ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, c'est l'équivalent de Kino, c'est ça que j'allais dire. C'est juste que au niveau de Trois-Règles, c'était un peu plus, sévère, ou en tout cas, il y avait plus de contraintes, disons, parce qu'il y avait des contraintes. Et rapidement, ça a débordé plus que juste de la vidéo cinéma. Ça a débordé sur de l'art audio, de la performance, des œuvres picturales ou la poésie, le spoken word. C'est ça, tu avais 4 volets, je pense. Oui, au final, il y a eu 4 volets. Fait que, moi, pendant... je pense quasiment une quinzaine d'années, je les ai tout fait. Je n'ai fait à peu près 200, 200 films. Mais... Ils sont vraiment pas tous bons, man. Mais non, mais c'est normal. Mais il y a des affaires... N'importe qui... Mais par contre, je suis redevable de ça parce qu'il y a des affaires que j'ai essayées, puis soit que je me suis planté ou que j'ai vu que ça a fonctionné, puis que j'ai récupéré dans d'autres projets par la suite, que ce soit une manière de travailler, une manière de dire quelque chose ou quoi que ce soit. Là, apprendre à diriger des acteurs, apprendre à travailler sous pression, apprendre c'est une école formidable. Là. Tu te casses tu te fais les dents. Là, mais tu t'inscris à l'université, tu as un bac en cinéma, puis tu as 2 cours de production sur un cursus de 6 sessions, là. Ouais. C'est pas là que tu pratiques bien. Fait que t'as pas le choix de faire des choses, disons, parascolaires, disons ça comme ça. Là. Non, mais c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. C'est ça. Si je peux faire un parallèle avec moi, la meilleure école, c'est d'aller jouer dans les bars. Comme Chris, je vais apprendre à jouer devant du monde. Si je réussis à convaincre du monde dans un bar à moitié chaud de m'écouter, mais que j'arrive d'une salle de spectacle, ça va être client. Oui, c'est ça, parce que la clientèle va être là déjà pour toi. Exactement. Fait que, j'ai eu cette chance-là d'avoir de l'équipement, puis j'ai eu cette chance-là aussi de rencontrer très tôt, en 2002, sur mon parcours, j'en parlais tantôt, mais Philippe David Gagné, que, je veux dire, on a eu un match...
Tinder n'existait pas, là, mais c'était un match professionnel et amical aussi. Puis on a fait beaucoup de projets ensemble. Lui, il était ici en région? Lui est originaire de la baie. OK. Puis, mais là, c'est quoi qui t'amène? Ah oui. Ouais. L'amour? Non. En fait, il y avait une volonté de partir de la grande ville, d'essayer quelque chose. Puis, fait que je me suis retrouvé ici. Je connaissais personne, ni d'Ève, ni d'Adam. Je m'étais... T'as déménagé de même, c'est un coup de tête, je m'en vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. À peu près, ouais. Ah ouais, tabarnache, OK, c'est audacieux pareil. Puis j'ai magasiné mon appart par téléphone, puis Steve, le propriétaire... Il est beau, il est bien beau. Ouais, mais c'est un vrai Steve, là. Il y a 2 E. Là. Oh, c'est un vrai. Non, on le veut. Vrai. On s'entend que Steve avec un E, c'est moins efficace. Mais Steve, fait que là, je lui demande, il est où l'appart? Moi, la rue Racine, je sais pas c'est quoi pantoute. Là. Non. T'es jamais venu au Saguenay ou... Hey, j'étais venu constater les dégâts du déluge avec mes parents en 97. OK, là, genre, là, t'as pas vu le Saguenay? Non. Fait que on avait fait un voyage parce que je voulais, je l'ai pas dit tantôt, mais j'ai été refusé en ATM à la sortie du secondaire. Fait que quand tu voulais être animateur radio. Exactement. Okay. Fait que j'avais été refusé en ATM. Fait qu'on était venu faire un pèlerinage. Là, en 97, on était passé par la Tuque, Lac Bouchette. La totale. Là. Ouais. Puis, en plus, tu avais une amertume envers la région. Je veux dire, tu as vu le déluge, mais tu as vu un refus pour ton rêve de faire de la radio. Ouais. Tu fais Chris, m'en va vivre là. Ouais. Fait que là, quand j'appelle Steve, il essaye. Hey, c'était les petites annonces dans les journaux là, dans ce temps-là. Là. Je veux dire, Internet en 2000-2001, c'était pas encore tout ça. Québec, là. Ça t'a pas tenté? T'as pas, je sais pas, tu pars de Montréal, mais je sais pas, t'as pas pensé à Trois-Rivières, Québec, j'ai pas pensé. Non. J'ai arrêté de penser. Non, mais c'est une bonne affaire. Je peux-tu finir sur Steve? Oui, vas-y. Excuse-moi. Parce qu'il nous écoute peut-être. Oui, sûrement, oui. Fait que là, Steve, il commence à me dire que l'appartement est sur la rue Racine. Fait que là, je suis comme... l'idée, c'est quoi en rue Racine? Il dit, ouais, mais il dit, c'est en haut de la côte. Je suis comme, OK, en haut de la côte. Explique. Parce que là, tu le sais, toi, où la côte? Quand on dit en haut de la côte, c'est là. C'est côte léger, pas mal. Ouais, c'est ça. Fait que là, en haut de la côte, fait que j'ai booké un appart au mois de mai 2001. Je ne l'ai pas vu. J'ai fait ça par téléphone. OK. Puis une couple de semaines après, je suis venu voir l'appart. Y avait-tu du bon sens? Oui, ça avait les divisions étaient bizarres, là, mais ça avait du bon sens. C'était juste à côté de la Tour à bière, en fait. Là. OK. Feu, la Tour à bière. Oui, Feu, oui. Feu, mais feu un la beau Tour à bière. Oui, c'est le bloc qui a une espèce de passerelle là, qui se rend de la rue à la maison. Là, OK. 500 quelque chose. Là. Fait que, fait que je suis arrivé ici, mais là, moi, je m'étais un peu backé. Fait que là, je m'étais inscrit au certificat à l'université. À l'UQAC. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que le bac en art, le BIA, le bac interdisciplinaire en art, c'était très contingenté. OK. V'là 25 ans. Donc, j'avais passé les dates de dépôt de ci, de ça. Fait que le certificat était à peu près ma seule option. Fait que je m'étais dit, gars, je vais déménager ici un an. Là, je vais faire un certificat en cinéma, vidéo, puis on verra ce qui arrive. Puis quand je suis arrivé pour payer mon inscription, Mona, qu'elle s'appelait à l'époque, la secrétaire du module. Tu te souviens de ça? Oui. Non, j'étais un peu autiste de la mémoire, là, je te dirais. Là, je suis capable de te nommer. Je suis capable de te nommer le nom du guitariste de tel band en 84, là, ouais. Mais t'as demandé de faire un portrait robot de mes parents, pas sûr. Non. J'exagère, là, mais tu sais, j'ai comme une mémoire un peu problématique, en fait. Je me souviens de beaucoup de choses. Fait que des fois, je me dis, il y a des bouts de mon cerveau, il me semble que ça serait utile, ça serve à d'autres choses, mais ça se souvient juste de dates, d'années puis de couleurs. Ceci dit, quand j'arrive pour m'inscrire, elle me dit, tu veux-tu le bac? Comme, je veux-tu le bac? C'était contingenté, j'ai passé les dates. Non, je pense qu'il me reste de la place. Ah ouais. Fait que... contingenté dans la version. Je sais pas, gars. Je veux pas mettre personne dans le pétrin. Là. Pour toi, on va le faire. J'oserais pas dire ça. Quoique j'avais quand même bien scoré mes notes. J'avais une bonne cotère, disons ça comme ça. Mais. C'est ça, cotère, hein? C'est ça le nom? Cotère, oui. Cotère, oui. Puis.
Finalement, je me suis retrouvé à prendre de m'engager pour 3 ans. Je venais ici pour peut-être 1 an, puis finalement, je me suis engagé pour 3 ans. Puis assez rapidement, j'ai commencé à m'impliquer dans le milieu des arts actuels, puis à travailler dans le milieu, à me faire un réseau. Je pense que c'est ça le terme. Ben oui, mais de ben se oui. faire un réseau ici. Puis avant même la fin de mes études, j'étais coordonnateur artistique d'un centre d'artistes. Après ça, j'ai transféré dans un autre centre d'artistes. J'ai travaillé pendant 14 ans dans le milieu de l'art actuel au niveau des centres d'artistes en région. OK. Puis j'ai fait de la représentation aussi au sein du regroupement des centres d'artistes. J'étais vice-président du regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, puis tout ça. Fait que ce qui était le fun, comparativement à d'autres collègues que j'avais qui avaient des postes similaires, moi, j'avais pas une pratique de centre d'artistes, contrairement à d'autres coordonnateurs ou d'autres gens qui travaillaient dans les centres d'artistes qui étaient soit qui faisaient de la peinture, de la performance, peu importe. Fait que moi, j'étais dans le cinéma, fait que je me cannibalisais jamais, tu sais. Fait que ça m'a aidé. Ça m'a aidé encore plus à pousser la manière que je travaillais puis la manière que j'approchais mes petits films. Ouais. Parce que je côtoyais au quotidien des artistes avec qui on jasait de tout, de rien, d'art, de théorie, de ci, de ça. Fait que, tu sais, ça aussi, quand on dit apprendre sur le tas, ça fait partie d'apprendre sur le tas. Même si je faisais pas des films avec ces gens-là, juste les discussions venaient nourrir. Ben oui. Venaient nourrir tout ça. Oui. Fait que. Mais tu sais, le monsieur, tu vas prendre un café, genre. Avec Steve. Non, mais tu sais, Steve, il peut te nourrir, là, tu sais, quand même bien, là, tu sais, je veux dire, tu racontes des histoires. T'es bien smart, Steve. Oui, voilà. J'ai pas dit le contraire, mais moi pas dans le marbre. Mais tu sais, je veux dire, tu t'inspires de tout et de rien, là. Je veux dire, t'es en cinéma, t'écris les histoires de tout le monde, puis autant que les artistes peuvent te nourrir, mais autant que le monsieur qui sirote son café, Steve, il peut t'inspirer aussi, tu sais. Fait que là, t'as terminé ton cours, t'as fait le BIA au complet. Oui, j'ai fini ça, puis j'ai décidé de rester parce que, tu sais, en région, il y a quand même une certaine facilité, disons, pour avoir des autorisations, pour avoir des gens qui embarquent dans tes projets, pour avoir... Fait que, tu sais, de fil en aiguille, ça s'est fait que... Tu as moins de compétition aussi, tu peux te faire un nom plus rapidement aussi. Hey, lui, il travaille bien, puis... ça dépend de ce que tu veux faire. T'sais, si tu veux travailler en pub, oublie ça. Tu peux pas être ici parce que t'es pas dans une agence, t'es pas ci, t'es pas c'est ça. Mais ne serait-ce que de te dire, hey, j'aimerais ça tourner une scène d'un hôpital là, un soir ou whatever. Oublie ça. Là. Si t'es dans un grand centre, ça te prend 28 formulaires, puis il faut que tu attendes, tu as des délais. Ici, il y a moyen de gérer ça à l'interne, puis de faire, OK, gars, de 11h15 à minuit, là, le gars passe la mop si tu veux venir. Tu sais, je veux dire, il y a des trucs comme ça, tu sais. Ça se peut que ça tousse un peu, mais tu sais, ça devrait être correct. Je dis pas que c'est encore le cas aujourd'hui, là. Je nous rapporte, là, 25 ans, là, quand même, là, une vingtaine d'années. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, veux pas, j'avais une job, j'avais un cercle d'amis. Veux pas, quand t'es rendu que ça fait plus longtemps. Ça a quand même été long que je retraverse le parc puis que je fasse Home Sweet Home, tu sais. Parce que dans les premières années, je te cacherai pas que je faisais beaucoup d'allers-retours. Puis, tu sais, je retournais voir mes amis. J'avais pas de cercle ici. Tu retournais à Brossard. Brossard, Montréal. J'avais habité à Longueuil puis à Montréal entre-temps aussi. Là, mais, tu sais, donc, je faisais beaucoup ça. Puis c'est après quelques années qu'à un moment donné, arrivé à l'intérieur, j'ai fait comme, OK, Chris, là, je suis rendu à la maison. Ouais. Je suis rendu à la maison. Ça a été un drôle de déclic. Tu sais, je peux pas vraiment l'expliquer, mais je me souviendrai toujours de ce moment-là, tournant en dernière courbe, en voyant mon volin, puis en voyant l'usine à l'intérieur, de faire comme, en redescendant en côte, faire OK, je viens d'arriver à la maison. Ah, c'est bien cool, ça. Ouais, ça a pris une couple d'années, puis, mais tu sais, c'est sûr que je continue à faire beaucoup de routes parce que mon travail m'appelle à faire ça. Oui, mais ton sentiment d'appartenance est ici. C'est comme... veux pas, oui. Après 25 ans, ma vie est ici. Je dis pas que je vais mourir ici non plus. Là, c'est pas, non, toi, tu vas mourir sur la Côte-Nord, c'est sûr et certain. Hein? Comme moi, on va mourir au à Baie-Joannebette, c'est beau. Oui, Baie-Joannebette, c'est beau. Oui, Rivière-au-Tonnerre. Ouais, Rivière-au-Tonnerre. Ouais, la Côte-Nord, c'est beau. Des beaux spots. Oui, vraiment des beaux spots. Ouais. OK. Fait que. Puis là, une fois que tu as terminé ton bac de 3 ans. Ma vie s'est achevée. Oui. Non, mais t'es garoché dans le vide pareil. Je veux dire, hey, vous êtes des électrons libres à cette heure, sois réalisateur. Puis là,
Moi, j'ai un énorme respect pour ce que vous faites parce que je trouve que c'est un des arts qui m'a rejoint le plus, le cinéma. J'adore ça, mais on le sait, puis en tout cas, ceux qui ne le savent pas, vous courez après de l'argent qui peut être parfois éphémère ou des subventions de attendre. C'est épouvantable. Le métier d'artiste, c'est attendre. Oui. Déjà en partant. Mais moi, en humour, on dit que c'est moins ça, mais en même temps, on fait vraiment de l'art. C'est exactement ça. Je veux dire, un moment donné, là... Je savais qu'on s'en irait vers là. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a eu de bon depuis Pète puis Répète? Non, il n'y a eu pas... Non. On s'entend. Depuis il y a eu quelques petites... Il y a Coluche, puis le reste, c'est tout de la colisse. Il y a eu quelques petites... Gad Elmaleh, ça, c'était bien bon aussi. Ça, c'était bien bon aussi. Ça, c'était bien bon. Ouais, mais je pense qu'il l'a refait, Pète puis Répète. Mais tu sais, vois-tu, depuis l'année passée, il y a 2 ans, que l'humour était accessible à Calque. Pour avoir des subventions pour, mettons... On dit au calque. Au calque. Ouais, tu vois-tu? C'est juste pour t'éviter un jour de... Non, mais j'aurais pas besoin de ça, là, parce que moi, ça va bien, contrairement à toi. Je sais pas. Non, mais sérieusement, c'est vraiment difficile. Puis, tu sais, j'ai une de Mélanie Saint-Germain qui travaille pour nous autres, pour le théâtre, tout ça. Ouais. Je la vois attendre des subventions. Oui. Autant la subvention d'écrire ton histoire, autant la subvention de réaliser ton histoire puis produire ton histoire. Fait que là, t'attends c'est épouvantable. Puis ça te tente-tu des fois, quand ça fait 5 ans que ton projet il est écrit? Tu y as pensé, tu l'as écrit, tu as demandé les subventions, puis 5 ans plus tard, tu dis « Hey, tu peux le faire. » Toi, tu dois être comme « Mais moi, je suis rendu ailleurs. » Pire que ça. Moi, il y a un projet que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire en 2015. OK. Que j'ai eu de l'argent en développement, j'ai eu de l'argent en coaching, en ci et ça. Et après ça, premier dépôt, non. J'étais rendu au 6e dépôt. Ça faisait 9 ans. Ça a pris 9 ans avant de me faire dire non. OK. Il n'a jamais vu le jour, ce projet-là? Non. Puis là, il est mort, en fait. Parce que tu sais, oui, t'as les bourses à titre d'individu, à titre d'artiste que tu peux avoir, que tu peux faire soit avec le Conseil des arts et lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, mais aussitôt que tu rentres, mettons, tu veux faire un projet de plus grande envergure. Parce qu'il y a moyen de faire quand même un projet avec les conseils des arts, avec un 50, 60, 70 000 tu dis, mais tu vas faire souvent, ça va être une forme plus documentaire ou mettons comme Mélanie, un projet plus d'animation où elle est tout seul avec ses affaires, puis tout ça, tu sais. Mais si tu veux moindrement faire de la fiction, puis avoir les moyens qui vont, on est dans les millions. Tu sais, fait que rendu là, tu n'as pas le choix. D'être tributaire de la SODEC de la SODEC et de Téléfilm par la bande, qui l'aide est quand même moins élevé, là, qui est le penchant un peu fédéral de la SODEC. Fait qu'à un moment donné, on continue à avoir des écoles qui forment des gens, on continue à avoir de plus en plus de gens, de l'ouverture vers les premières œuvres, les gens issus des diversités, et ci et ça. Donc, nécessairement, il y a plus de gens qui ont le droit de déposer, qui peuvent déposer des projets. Mais la tarte là, monétaire, c'est la même depuis. Oui, c'est la même. Donc, la même qu'on critiquait que dans les années 70, il était 8 à se diviser. Là, après ça, ils ont été 32, 64, 1000, puis là, c'est rendu quoi, 3000? Là, je dis des chiffres en l'air comme ça, mais c'est juste pour... Non, c'est... Fait que, la tarte, elle bouge pas. La tarte, elle bouge pas, puis on accepte... C'est bien correct, là, on accepte de plus en plus de monde de se dire... Avant, il fallait que tu aies fait 2 œuvres qui aient été diffusées et reconnues. Bon, ils ont enlevé certains paramètres. Ça. Fait que ça fait que... continue à avoir de plus en plus de gens qui sont admissibles. Puis on continue tout le temps à former des gens dans les écoles, là. Que ce soit au niveau universitaire ou dans le privé ou quoi que ce soit. On forme des gens qui viennent se greffer à ce bassin-là. Qui veut gruger à la tarte. Hein, puis, Fait que c'est pour ça que je dis, quand tu es vraiment chanceux, tu fais un film aux 5 ans. Mais toi, mettons, 2-3 projets que tu as eu des subventions pour, ça l'améliore ton portfolio. Je veux dire, mettons, quand tu vas faire une demande de subvention, ça va être pris plus au sérieux qu'un étudiant qui sort de Concordia ou...
ça peut pas nuire, là, j'imagine. C'est sûr que ça peut pas nuire mais si les films ont scoré aussi. C'est ça, si tu as du succès avec les films, mais tu sais, c'est pas tributaire de rien. Je veux dire, j'ai eu des films qui ont eu des très, très bons succès, puis ça n'a pas fait plus que l'autre d'après a été financé non plus, tu sais. OK. Fait que, Mais d'où là ton amour de voir, tu sais, quand tu parlais tantôt d'être un one-man band, je vais avoir ta caméra puis faire tes films à toi. À l'époque, oui. Ça, il n'y a jamais personne, parce que tu sais, tu as ton projet qu'on peut parler de la boîte à pick-up. C'est quoi ça pour les la boîte de pick-up, c'est une boîte de production que Philippe David et moi, on a fondée officieusement dans les années 2000, mais plus officiellement en 2015. Puis c'est une boîte qu'on produit nos films qu'on fait ensemble ou des films qu'on fait individuellement. Et on produit aussi à la demande là, des vidéos plus, mettons, corporatives. On est plus toujours dans une approche documentaire plus. Donc, ça va être du documentaire corporatif ou de la pub pour la télé. C'est pas ouvert à, mettons, le réalisateur en herbe qui voudra avoir un film puis avoir une plateforme pour l'exposer. C'est vraiment vos trucs à vous autres que vous mettez. C'est la raison pour laquelle on a fondé la compagnie. C'était pour produire nos propres projets. On dit pas qu'on produira jamais pour personne d'autre, mais c'est pas la visée de l'entreprise. Il y a des boîtes de prod qui, eux, c'est l'inverse. Ils n'ont pas de réalisateur à l'interne, puis c'est toujours de déposer les projets de quelqu'un, puis d'aller au bat avec des réalisateurs attitrés qui peuvent faire les projets quand c'est déposé, tu parles? Ou non, mais mettons, moi, mon projet qui a été refusé, je le déposais pas avec la boîte de pick-up, je le déposais avec une autre boîte de production. Puis, donc, c'est une boîte de production où les producteurs ne sont pas aussi réalisateurs, ils ne sont que producteurs. Donc, je comprends. Ils ont d'autres qualités d'envie. Là, Non, mais c'est niaiseux, mais tu sais, même quand on est rentré dans mon cours de cinéma, ils nous expliquaient les rôles de. Parce que, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui écoute des films, screenplay, produce, puis, tu sais, ils savent pas, ça, c'est quoi, là, le producteur, il pense. Ça, c'est s'ils se rendent au générique. Ça, c'est ouais, parce que souvent, des fois. Mais, tu sais, on le voit à TV à cette heure, tu sais, même les génériques sont réduits, accélérés, puis ils deviennent un pouce écart. Hey, t'as beau avoir une TV 80 pouces, puis le générique du film que tu viens d'écouter, tu plisses les yeux pour le lire, il va faire 3 pouces dans les coins. OK. Mais c'est pas sérieux manque de respect. Ouais. Pour les cinéastes. Écoute, good. Je voulais checker si on était d'un temps. Tout est bien beau. Puis là, une fois que t'es devenu électron libre, une fois que t'es sorti, dans quelle année quand on sort du BIA? On est en 2004. OK. On est en 2004. Fait que ton en fait de boîte de pick-up, ça arrive un 10 ans plus tard quand même. En fait, c'est ça. C'est qu'avec Philippe David, dès 2002, on commence à faire des projets ensemble. Plus sérieusement. Comment tu gagnes ta vie à cette époque-là? Moi, je travaille dans un centre d'artistes. Tu étais un centre d'artistes, Je suis coordonnateur dans un centre d'artistes. Fait que tu as toujours le pied quand même là-dedans. Oui, j'ai une job qui me permet de mettre de la moutarde sur mes toasts, là, mettons. Oui. C'est pas des gros salaires parce que c'est encore dans le milieu artistique et tout ça, mais on vivote. Puis, mais t'as pas besoin de ça. Toi, tu fais ta bière maison, puis tu... Des toasts en moutarde, je viens de te le dire. Des toasts en moutarde, ta bière maison. C'est bon, des toasts en moutarde. Ça me rappelle mon cégep. C'est la réplique des boys, ça. Pour de vrai? Faut être gelé en hostie, manger des toasts en moutarde. C'est vrai, il dit ça, mais pour de vrai, moi, la moutarde baseball, j'aime bien ça. C'est correct. Mais j'avais même pas pensé au référent. C'est Julien. C'est Rock Lafortune. Hey, Julien, regarde ça. Faut être gelé en hostie, manger des toasts en moutarde. Après ça, tu commences à produire tes premiers films indépendants. Avec Philippe David, excuse-moi, je le débaptise pas. OK. Non, c'est ça. Fait que t'es un des rares qui le débaptise pas. OK, je l'ai bien eu. Félicitations. C'est bon. C'est ça. En 2002, on commence à faire des projets, des petits films. Là. J'aime pas ça employer ce terme-là parce que souvent, il y a des gens qui font référence au court-métrage comme étant des petits films. Vos petits films. Là. Ouais. Mais des fois, c'est plus difficile de raconter une histoire en 2 minutes que d'en raconter une en 2 heures. Tu te rappelles de l'émission à Télé-Québec qui s'appelait Fais ça court? C'était bon en estige, cette émission-là. J'étais un fan fini de ça. J'adorais ça.
C'est un petit challenge pour t'as-tu participé à cette émission-là? Non, j'ai pas. Mais j'ai tu pas te rappelles, participé. il y avait des bons films. Ça sortait Ouais. des bonnes affaires. Ils mettaient des acteurs, puis des contraintes, puis après ça, t'as 2 minutes. Si je ne m'abuse, Philippe David l'a fait. OK. Oui, il l'a fait avec un collègue d'université qu'on avait à l'époque, Philippe Arsenault. OK. Ouais, fait que. C'est pas des petits films. Les courts-métrages, c'est-tu plus dur, mettons, toi, t'es dans l'écriture, c'est-tu plus dur d'écrire un cours? C'est complètement différent, en Ouais. fait. Mais Parce que le cours, tu cherches le punch, tu peux pas avoir de prémisse. Tu n'as pas de build-up. Là, Non. Il il faut quand même que tu expliques. Faut situer le spectateur. c'est ça qui est difficile, c'est d'être capable d'encadrer ton spectateur, Ouais. mais en La faisant chute, ça elle vite. arrive. Là. Ouais, c'est ça, en faisant ça vite. Tandis que quand tu fais un film de 2 heures, tu as le temps d'exposer, de mettre plus de backstory, puis de pourquoi le personnage est rendu. Tu peux avoir un rythme. Si c'est ce que tu désires, là, d'avoir un rythme lent. Il y a des longs métrages que c'est non-stop Explique aussi. là, pour tous nos auditeurs que c'est toutes des hosties d'appels. là. Non, mais on va expliquer juste vite fait, c'est quoi. On parlait de court-métrage, moyen-métrage, puis long-métrage. Un court-métrage, c'est de... Le moyen-métrage, là, je pense que ça n'existe plus vraiment là, comme notion. Fait qu'on va parler de moins d'une heure plus qu'une heure. OK. Mais, tu sais, si on parle fondamentalement, un court-métrage, ça va court-métrage, jusqu'à là, 15 minutes environ. 15-20, là, Ouais. tu sais, une vingtaine de minutes, là, passer ça, tu fais des films français. Non, mais c'est vrai, les courts-métrages français, il n'y en a pas un en bas de 29-30 minutes. T'sais. Mais ils n'ont pas le système de financement que nous. Fait qu'eux, quand ils se font financer... T'es-tu un fan de films français? Ou... J'apprécie... Ouais. Un de mes réalisateurs fétiches est français, mais... Qui est? Quentin Dupieux. Je sais pas. Mets ça dans ta petite boîte. Ouais, faut que je m'y... Oh, Ouais. OK, parfait. Mais qui est contemporain, là, qui fait encore des films, en fait un par année. Là. OK. Ouais. Cool. Mais c'est ça, c'est qu'ils ont un système différent de financement. Fait que eux, souvent, quand ils se font financer, ils ont une chance. Fait qu'ils veulent que ce soit leur carte de visite. Fait qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent dedans. Fait que ça fait des films. C'est un peu le running gag là, de se dire qu'un court-métrage français, c'est une demi-heure. Là. Mais je te dirais que j'aime pas dire le standard, là, mais une vingtaine de minutes, tu as atteint. C'est ce que j'avais lu à un moment donné. Parce que plus long que ça, là, les programmateurs de festivals, parce qu'il faut se dire, là, la vie d'un court-métrage, c'est quasi uniquement en festival. Là. On n'a pas de politique ici qui permette de diffuser un court-métrage avant un long, ce qui serait vraiment pas compliqué, puis qui ferait que monsieur, madame, tout le monde pourrait découvrir ce que c'est un court-métrage. Oui. Les longs-métrages, des fois, sont un petit peu trop longs, là, à mon avis. Là. Moi, quand ça dépasse 2 heures, je suis un peu irrité. Non, mais j'aime ça des films de... Moi, je pense... Un bon film, ça serait 1h20, 1h30, puis tu mettrais un court-métrage en première partie pour faire découvrir des réalisateurs, puis j'adorerais ça. Oui, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut que tu dises ça. Là. Non, mais je te le dis pareil. Okay. T'as le bras long. C'est moi qui est en face de toi. Ouais, c'est ça. À qui tu veux que je le dise? C'est pas à ma gourde d'eau, non? Mais c'est ça aussi, le fait que les courts-métrages, les gens de festival vont préférer, mettons là, qu'ils ont un programme à faire, puis il faut que le programme dure 1 heure, ils vont préférer mettre une dizaine de films plus courts que mettre 3 films de 20 minutes aussi, là, pour avoir une diversité, pouvoir mettre de l'animation, un petit documentaire, un truc plus expérimental, un truc très drôle, punché. Il y a ça aussi. Là. Que tout le monde je veux pas dire qu'il compte. faut écrire un film en conséquence du programmateur qui va peut-être... Mais reste que c'est une réalité aussi. Là. Mais vois-tu, l'autre fois, je suis tombé, je pense que c'est UniTV le soir. Là. Il y a, à un moment donné, il y a une plage horaire que c'est vraiment juste des courts-métrages. Oui. En tout cas, c'est vrai que ça manque de visibilité à part d'un festival. C'est tough. Festival, puis après ça, ils se retrouvent sur des plateformes justement comme Tout TV ou même Crave des fois. Ou j'ai-tu le droit de nommer des... Mais oui. C'est bon. Mais non, mais c'est pas, on est quand même dans des studios. Ah, mais ça appartient à la même compagnie. C'est pas grave. Mais sauf que, est-ce que les gens vont les voir? T'sais? À moins que ça soit ton neveu qui a fait le film, puis que... Ah, aussi, je peux voir ce que tu Faut fais. pas être plate, mais je pense que le monde qui vont sur les plateformes, comme on vient de nommer, sont pas comme, les courts-métrages sont où? Y a-t-il des nouveautés dans les courts-métrages québécois que j'ai pas vues encore? Les gens ont... Qu'est-ce que tu penses de ça, justement, c'est une phrase qui revient souvent. Ah, moi, j'aime pas bien ça, le cinéma québécois. Le monde, on dirait qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Moi, j'ai arrêté d'écouter à Les gens. Ouais, j'avoue, hashtag les gens, puis c'est fini, là. Non, mais des fois, le monde sont comme... Puis là, tu te dis, c'est quoi le plus gros succès du cinéma québécois? Puis c'est genre bon cop, bad cop. Tu fais, Chris, la gang, ça marche pas, là. La grande séduction. La petite séduction, la grande séduction. Ouais. La petite, c'était avec Danny Turcotte. Ouais. C'est une autre affaire. Mais
En tout cas, moi, tu compares les deux. Moi, j'aime mieux La Grande Séduction que Bon Cop, Bad Cop. En tout cas, je trouve que le scénario est plus intéressant. Puis on peut voir la base Côte-Nord aussi. Là, fait que, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais je veux dire, les gens, on dirait que, je sais pas, à cause qu'ils sont tellement rendus habitués, le cinéma, de moins en moins, on voit des films d'auteur au cinéma. En tout cas, c'est vraiment beaucoup axé sur le gros blockbuster. Il y a un problème de disponibilité, de un, ça c'est sûr. Là, avant, c'était réellement un problème parce que là, le film, aussitôt qu'il n'était plus en salle, des fois, il se retrouvait en club. Là, si on parle de long métrage, là, je parle même pas de court métrage. Là, une fois qu'il était plus en salle, ben là, club vidéo ou genre Vidéoway ou ces affaires-là à l'époque. Puis après ça, ça tombait. Souvent, il y en a qui n'ont même pas été transposés en DVD. Même, là, c'était la VHS. Puis après ça, c'est mort. Fait qu'il y a des films. Là, Éléphant, comme tu as nommé tantôt, fait une bonne job là, de ramener ça. Il renumérise un peu tous les films. Même quand les gens n'étaient pas bombardés d'offres puis que ça ne te prenait pas 1h30 décider ce que tu allais écouter le soir pour finalement ne rien écouter parce que tu vas aller te coucher parce que t'es tanné, tu as passé ton temps, ben même dans ce temps-là, les gens ne les écoutaient pas, les films. Fait que là, aujourd'hui, avec toute l'offre que tu as, ils vont préférer soit mettre la switch à off puis écouter une télé-réalité ou écouter d'autres choses parce que la personne au bureau en a parlé ou whatever, puis ils n'ont pas le réflexe de se dire, y a-tu des nouveautés québécoises? Puis on en fait encore des bons films, là. On va toujours en faire, mais c'est juste qu'on est un bassin, les petits Gaulois, là. Oui. Fait que... Es-tu, des petites questions à faire, là même, es-tu plus team DVD ou VHS? Ben, j'ai grandi avec les VHS, fait que... Mais la qualité... c'est ça, ben, tu sais... J'avais même un petit rewinder. Moi. J'ai travaillé dans un club vidéo longtemps. Moi. Tu disais aussi, on va revenir là, pour finir peut-être, là, mais dans le temps que je faisais mes études au cégep, je travaillais dans un club vidéo qui s'appelait Club Vidéo Classique, qui était à Greenfield Park, et qu'on n'avait aucune nouveauté. C'était juste des films de l'âge d'or, cinéma. Comme le Vidéo Centre-Ville à Québec, il y avait un vieux vidéo... à Limoilou, ça? C'était proche de Limoilou. On parle de la même affaire. C'est du Marie de l'Incarnation. OK, non, on ne parle pas de la même affaire. Non? Mais bon. OK. Mais bref, fait que c'est un club vidéo où on avait toute la collection des Hammer, là, qui étaient les éditions des vieux films de série B, d'horreur. Puis on avait les Hellraiser étaient toutes là-bas. Là. Mais il y avait des dizaines de milliers de films et à cette époque-là, on était en 99, 2000, 98, 99, 2000 à peu près. Je pense que le film le plus récent qu'on avait à ce moment-là, ça devait être 91, 92. Le Blob, genre. Ben, c'était peut-être genre Pulp Fiction, là, mettons 94, puis Forrest Gump. Okay. Mais sinon, c'était tous des classiques du cinéma, tous les films qui avaient gagné des Oscars, des ci, des ça. Okay. Fait que moi, j'étais payé à écouter des films. Ben là, ça donne. Fait que, tu sais, j'allais écouter en puis c'était large comme le studio ici, puis peut-être, mettons, 4 fois long. Puis moi, j'avais un comptoir avec une TV, puis une VHS, puis un rewinder, puis... T'étais-tu aux anges? T'aimais ça? J'aimais ça. C'était pas payant. Mais au moins... mais c'est une autre affaire que tu fais ton école un peu. Tu as consommé beaucoup d'affaires, puis ça t'inspire. T'es-tu plus du genre, une autre question à faire, t'es plus du genre film ou série? Série, ça te tape ses nerfs? Là, c'est rendu que j'en écoute plus mais j'en ai consommé énormément. Là, c'est facile de trouver les longueurs, moi, je trouve. Oui, puis il y a aussi le fait que, mettons, quand j'étais en période d'écriture ou de quoi que ce soit, j'aime autant écouter des affaires qui ressemblent pas un peu à ce que je fais. Il y en a que c'est complètement l'inverse. Mais c'est cool, ça. Ben oui. Fait que, c'est bien correct, ça. Fait que là, je suis juste triste qu'au dé soit fini. Mais en fait, parce que quand tu es en scénarisation, tu écris de quoi de fucked up, mettons, qui te fait penser à du fantastique, genre Forcier, que c'est ton école un peu. T'écoutes du OD, c'est ça que tu consommes? Ben, je vais consommer des affaires que j'ai pas nécessairement besoin d'avoir la switch à on, puis que si c'est correct, j'ai besoin d'aller pisser, pas besoin de faire pause. On s'entend, là. Mais un gros... Fais pause quand même. OD, des fois, tu peux manquer des... Mais un gros drame là, dans ma vie, c'est la fin de l'île de l'amour. Okay. Ça, là, honnêtement, là, j'aurais voulu écrire ces dialogues-là, là, ça aurait été non, mais c'est d'une inspiration, c'est du vide, là, mais c'est vide. Oui. La vie fait les choses. Mais tu te dis, Chris,
J'écrirais ça dans un film. On y là. croirait pas. Personne n'y créerait. C'est ça. Des fois, il t'arrive des affaires dans la vie, tu te dis, hey, j'aimerais ça le scénariser, ce moment-là. Puis non, des anecdotes aussi, j'arrive, je le compte sur scène, puis le monde fait comme, non, il est en train de nous prendre pour des caves. Je fais comme, hey, j'en ai enlevé des détails. Ouais. Puis c'est ça, j'ai essayé de faire ma job, puis vous me croyez même pas. Comme tes crocs de marde. Là. Non, ça, c'est tout vrai. Ça, c'est tout Mais vrai. t'en as enlevé ou t'en as pas enlevé là-dedans? J'ai rien enlevé. T'as rien enlevé? J'ai rien enlevé. À part la marde. Oui. Non, mais ça, même que j'ai coupé la. Parce que ça, mettons, c'était mon avant-dernière journée. Pour faire une histoire courte, là, je travaille dans un CHSLD, puis il y a un monsieur qui a chié partout, puis il faut que je rince ses crocs pleins de marde avec un gun à pression. Puis le lendemain matin, la même madame, elle m'a dit, ça serait du côté de la chambre de M. Dumais. Puis elle m'expliquait que M. Dumais, lui, il écoutait la TV le soir. Puis là, j'étais comme, ouais. Elle dit, tu sais, c'est quoi qui passe des fois à la TV le soir? Fait qu'il fallait que je scrape la dèche sur un plancher à 9h le matin. Puis j'ai regardé, j'ai fait, non, je calisse mon camp de suite. J'ai fini ma journée. Puis après ça. T'es allé à la SAQ. T'es allé à la SAQ. Moins de dèche un peu. OK. Fait que c'est l'heure, Christy, comme à toutes les autres. Je m'appelle Jean-Marc, on peut te défoncer. Non, c'est C'est une lumière à flasher, quelque chose. Reg, prends-moi une toune! Hey, Reg, start le thème, on va surfer encore 3 heures. Non, mais en ce moment, on va plugger tes trucs. C'est quoi? Il arrive quoi? T'as-tu un projet pour Regard cette année? Non, j'ai pas de projet de court-métrage. Ben là, je viens de finir avec Forcier. On vient de faire un film qui s'appelle Ville-Jacques-Carton, qui est un hybride de documentaire, fiction, poésie... architecture, c'est un sujet qui est zéro niché. Là. C'est sur la chute du patrimoine bâti ouvrier de Ville-Jacques-Cartier. OK. Fait que, c'est ça, c'est pas niché partout. Mais c'est ça. Donc, c'est un film. Un futur bon cop, bad cop. Calvaire. Non, mais on est où? Là, c'est filmé. C'est fini. La copie zéro est approuvée. Là, c'est rendu au distributeur, puis on commence la promo. Fait que, OK, c'est monté tout. Oui, ça a été un long chemin de croix. Là. On a commencé à travailler là-dessus. On devait commencer pré-pandémie, puis finalement, on a commencé pour de vrai plus en 2021, fin 2021, début 2022. Puis le 13 décembre, on a approuvé la copie zéro, puis là, c'est rendu chez le distributeur. On va commencer à faire bande-annonce, poster, promo, tout ça. Fait que c'est vraiment un ovni là, que j'appelle un objet vidéo non identifiable, vraiment. Là. Donc, c'est ça, des portions fiction, portions documentaires, mais fondamentalement, on parle sur la gentrification beaucoup là, des banlieues, puis de Montréal et des banlieues, en fait, que les gens qui se font exproprier, qui se font faire miroiter, de se dire « Hey, j'achète ta maison cash. Là. Ta maison, elle est évaluée à 150 000, te donne 200 tout de suite, sac ton camp. Puis là, eux autres, ils rasent ça, ils construisent d'autres choses. Puis là, toi, avec ton 200 000, tu peux jamais rien te racheter. Fait que là, tu tombes à loyer. Puis là, tu te mets à boire la grosse bière. Puis tu déprimes. T'sais, non, mais j'extrapole, là, mais tu sais, c'est quand même... non, mais c'est vrai pareil. C'est quand même assez... ils te font miroiter un montant. Puis là, il y a des gens qui font comme, ils sont éblouis un peu par ce montant-là. Puis après ça, ils se rendent compte que finalement, je peux pas m'en aller où, moi, là. Oui, exactement. Mais en même temps, boire de la grosse bière d'un 2,5 à Verdun, on a tous déjà rêvé de ça. D'un sous-sol à Longueuil, c'est dur à battre. C'est dur à battre. Fait que oui, il y a ça qui m'occupe. Il y a la saison 3 d'un projet que je travaille avec Télé-Québec qui s'appelle Saveur à la rencontre des cuisines autochtones qu'on lance à la fin du mois. OK, cool. Fait que qui va être disponible en ligne et éventuellement. Tu vas tourner... ça, c'est fini. On est en montage de présentement. On est en colo puis en export. Là, on livre ça. Tu promenais puis tu allais dans les communautés. Puis oui. là, ça devait au fil des 3 saisons, on est allé rencontrer tous les premiers peuples, en fait, toutes les nations. Okay. Et puis, tant les Premières Nations que les Inuits. Fait qu'on est allé se promener un peu partout. Fait que j'ai eu cette chance-là de voyager puis de rencontrer... T'étais avec Sylvie? J'étais avec Sylvie là-dessus, sur la majorité de... cette saison-ci, j'étais entièrement avec Sylvie. Là, puis, fait qu'on... C'est chouette. Vraiment, vous faites un très bon team. Moi, j'ai bien aimé mon expérience avec vous autres. Puis, OK. Hey, check. On va avoir encore du jus. Jean-Marc, on est capable de défoncer. On remettra ça pour une prochaine conversation. Merci beaucoup, man. T'es bien smart.